Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement spécial. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir ma collègue Suzanne Rivard pour une classe de maître. Nous sommes en décembre 2025 et Suzanne prendra sa retraite dans quelques jours. Avant qu'elle ne tourne cette page importante, je lui ai proposé de venir partager un moment d'échange avec nous sur scène pour revenir sur des questions qui touchent à la fois son parcours, notre métier d'enseignant et de chercheur et l'avenir de nos institutions académiques. Elle a accepté avec générosité et je l'en remercie chaleureusement. Au fil de cette conversation, nous aborderons 4 grands thèmes. D'abord, l'évolution de l'enseignement universitaire dans un monde transformé par l'intelligence artificielle. Puis, les défis persistants de la gestion stratégique des technologies de l'information, un domaine auquel Suzanne a consacré une grande partie de sa carrière. Nous parlerons aussi de la place du chercheur et du rôle des universités dans une société transformée par la désinformation et la polarisation. Enfin, nous explorerons l'art de l'échange dans un milieu universitaire, cette collégialité qui nous tient tant à cœur. Avant de passer à l'entrevue, permettez-moi de vous présenter ma collègue Suzanne. Suzanne Rivard est professeure titulaire au département des technologies de l'information ici à HEC Montréal. Elle occupe depuis 2001 la chaire de gestion stratégique des technologies de l'information. Elle terminera sa carrière en décembre 2025 après 4 décennies consacrées à la recherche, à l'enseignement et au service à la communauté universitaire. Elle est diplômée du programme de MBA de HEC Montréal et détient un doctorat de la Ivey School of Business de l'Université Western Ontario. Elle a d'ailleurs été la première femme au Canada à obtenir un doctorat en système d'information. Elle compte plus de 100 publications dans les revues les plus prestigieuses de notre domaine, ainsi que plusieurs ouvrages dont certains sont utilisés pour la formation des professionnels en technologie de l'information. Au fil de son parcours, plusieurs distinctions ont souligné la portée de ses travaux. Elle reçoit un doctorat honoris causa de l'Université d'Aix-Marseille en 2016, puis un second de l'Université de Lausanne en 2023. En 2015, The Association for Information Systems la nomme Fellow, puis lui décerne le prix Léo en 2022. Membre de la Société royale du Canada depuis 2005, elle a siégé aux comités éditoriaux de plusieurs revues scientifiques les plus influentes du domaine des systèmes d'information. Son expertise a aussi été sollicitée par de nombreuses organisations publiques et privées. Enfin, Suzanne a encadré un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes à la maîtrise et de doctorantes et de doctorants qui œuvrent aujourd'hui dans le milieu universitaire, dans le secteur public et dans l'industrie. Sur une note plus personnelle, Suzanne a été ma marraine lorsque je suis arrivé ici à HEC Montréal. Alors que je terminais mon doctorat à l'École polytechnique de Montréal, je suis venu ici à HEC Montréal comme prof adjoint dans le département des TI et Suzanne m'a accueilli et m'a guidé dans ce qui allait devenir ma nouvelle famille académique. C'est donc naturel que ce soit moi qui la guide aujourd'hui pour cette classe de maître qui précède son départ à la retraite. Bonjour Suzanne. Bonjour Pierre-Majoric. Merci beaucoup de tous ces beaux mots. Merci d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté de venir échanger et de partager là, sur ces 4 grandes thématiques qu'on va couvrir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Commençons par la première question. Et pour être certain de poser la question avec rigueur, je l'ai ici devant moi sur téléprompter, donc je vais la lire. Vas-y. Ça marche. Donc, première question. Parlons de la place de l'IA dans l'enseignement. Voici ma question. Je sais que tu as passé beaucoup de temps à réfléchir à la place de l'IA dans l'enseignement et que tu as mené beaucoup d'expérimentations au cours des 2 dernières années. Il y a peu de professeurs que je connais qui auraient innové jusqu'à la toute fin de leur carrière avant de prendre leur retraite. Quand tu regardes l'évolution de l'enseignement universitaire à travers ta carrière et que tu y ajoutes les bouleversements liés à l'IA, quels sont les repères essentiels que nous devrions garder en tête pour former la prochaine génération? Et selon toi, qu'est-ce que nous devrions toujours garder sur notre boussole d'éducateur au moment de repenser nos approches, nos méthodes et nos investissements en pédagogie dans un contexte aussi mouvant? Suzanne. C'est une question à plusieurs volets. Hein? Oui.
Je vais d'abord... Comme tu les aimes. Pardon? Comme tu les aimes. Comme je les aime. Alors, je vais te répondre en plusieurs volets aussi. Je vais d'abord faire référence à ce qu'un philosophe a dit. C'est un présocratique, comme tu les aimes, Pierre Majoric. Certainement. Et c'est Héraclète qui a dit « Nul homme ne marche 2 fois de suite dans le même fleuve, car ce n'est plus le même fleuve. » Tu vois, rien ne dure. Tout est changement. Alors, Héraclète a dit ça 500 ans avant Jésus-Christ. Oui. Ça veut dire que c'est pas nouveau qu'il y a des bouleversements. Le changement est constant. Le changement est constant. Puis, dans ma carrière, j'ai vécu plusieurs bouleversements, certains technologiques, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations technologiques au cours des, tu as dit, 4 décennies. 4 décennies. Mais je pense que ça serait plutôt 5. Vraiment? Si je peux me permettre, Pardon? depuis la fin de mon MBA. Je me souviens d'un de ces bouleversements-là qui n'était pas technologique, mais qui était très, très, très profond. Puis c'est au milieu des années 90, milieu des années 90, il y a eu une crise économique assez sévère. Et il y a Léon Courville qui, à l'époque, qui est un ancien prof d'HEC, mais à l'époque était président de la Banque nationale. Il a écrit un livre, Piloter dans la tempête. Oui, je me rappelle. Et le livre commençait par « Il n'y a qu'une chose qui soit permanente, c'est le changement ». Et à cette époque-là, on enseignait à des étudiants qui arrivaient et qui se faisaient dire « Il n'y a plus de job permanent ». Puis il y avait un des chapitres du livre de Léon qui était la valse des présidents. Et à cette époque-là, quand une entreprise n'allait pas bien, on congédiait le président. Et il n'y avait plus de fidélité entre une entreprise et un employé. Et ça a beaucoup, beaucoup angoissé nos étudiants. Et on avait décidé que ce qu'on enseignerait à nos étudiants, c'est à demeurer employables. Que quoi qu'il arrive, même si leur entreprise décide qu'ils n'ont plus besoin d'eux, qu'eux vont demeurer employables. Et pour demeurer employable, bien, il faut acquérir des habiletés, développer nos connaissances. Alors, tu sais, je pense que des changements, il y en a tout le temps. Il y a un autre élément qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière, c'est Warren McFarlane, qui était professeur en technologie de l'information à Harvard, qui avait dit un jour, puis il avait dit ça à des jeunes chercheurs, pour survivre et réussir dans le domaine des technologies qui bougent toujours par vagues, il faut surfer sur les vagues. Et moi, ça m'avait heurté, cette phrase-là, parce que moi, le surf, ça ne m'attire pas beaucoup. Puis d'être girouette, puis de changer chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça ne m'attire pas non plus. Puis je me suis dit, non, c'est pas de surfer qu'il faut apprendre. Il faut trouver le stream dans la vague, puis de trouver les endroits qui demeurent solides, puis quelle que soit la vague, on va être capable de l'affronter. Les compétences clés, les Exactement. compétences de base. Ouais. Et je pense que face à l'IA, c'est la même chose. Et pour revenir à ça, j'entendais des commentateurs les premiers mois où ChatGPT, pour ne nommer que celui-là, est arrivé, qui disaient « Ah, c'est extraordinaire parce que dorénavant, on va enseigner la pensée critique à nos étudiants. On ne leur demandera plus d'apprendre le b.a.-ba, ça va être la pensée critique. » Bien, j'ai pris quelques temps pour retourner à la taxonomie de l'apprentissage de Bloom. Puis selon cette taxonomie-là, avant de pouvoir avoir une pensée critique, bien, il faut comprendre les choses. Il y a d'autres étapes avant. Exactement. Il faut connaître les définitions des mots, parce que si on ne connaît pas les définitions, on ne sera pas capable de faire d'analyse. Il faut être capable d'expliquer à quelqu'un ce que c'est. Il faut être capable de mettre en application. Après ça, analyser. Et après ça, critiquer. Donc, l'utilisation de l'IA ne peut pas faire en sorte que les étudiants vont immédiatement... On ne pourra pas faire l'économie de les former dans les autres étapes. Tout à fait. Alors, je pense que
la boussole qui me guide, moi, c'est cette boussole que, oui, je veux amener mes étudiants à avoir une pensée critique, mais pour courir, moi qui aime beaucoup courir, il faut d'abord savoir marcher. Et je pense qu'il faut essayer de créer chez l'étudiant ou de nourrir le plaisir d'apprendre. Et même des fois, si on est en train d'essayer de comprendre les détails d'un concept puis de le redonner à son prof, bien, c'est agréable parce que je démontre que je l'ai compris. Alors, j'ai eu beaucoup de... Tu parlais de l'IA en particulier. Au cours des très brèves 2 années où on a vécu avec ChatGPT et ses amis, mon attitude face à l'IA générative a changé rapidement. Au début, je me souviens en novembre, quand c'est apparu en premier, j'ai dit « Ah, wow, c'est extraordinaire, ça va être merveilleux ». Puis, tout à coup, en janvier, février, j'ai commencé à remarquer que les travaux que les étudiants me donnaient, c'était pas mal rédigé de la même façon, dans un français impeccable, dans un anglais impeccable. Puis là, je me suis mis à me méfier. Et je me suis dit, bien, il faut résister à cette venue. Puis ma 3e séance de réflexion, ça a été, mais non, on ne peut pas dire « j'en veux plus ». Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de harnacher la bête, puis d'être capable de l'utiliser intelligemment. Il faut que nos étudiants soient capables de voir la différence entre une utilisation intéressante et pertinente. Et responsable. Et responsable, quoique c'est responsable est un concept qui est trop important, je pense, pour que, sans l'avoir analysé, je m'y lance. Donc, j'utilise plus le terme d'utilisation intelligente, c'est un bon terme. Éclairée. Oui. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse aussi, d'autre part, si on veut que nos étudiants continuent d'apprendre des concepts pour être capables de les manipuler puis de devenir créatifs, bien, il faut que dans nos évaluations, on leur donne l'opportunité de nous faire part de ce qu'ils ont compris et appris. Oui. Ce qui, et je sais que là, on n'est pas nécessairement d'accord, mais ce qui nous a amené dans un cours de MSC où on faisait des examens en ligne depuis des années, on est retourné à un examen papier où les étudiants ont droit à une feuille de notes 8,5 par 11 recto verso et ils apprécient. Ils apprécient. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on leur présente l'examen comme une espèce d'occasion de faire part à leurs enseignants de ce qu'ils savent. Oui, et de ramener. Et qu'il y a une justice aussi entre les étudiants. Exactement. Sur, si tu as travaillé fort, que tu sois capable de le démontrer à l'examen. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, en tout cas au cours des... On a fait ça depuis 2 ans. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Mais on encourage dans les cours... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'encourager pour certains exercices les étudiants à utiliser l'IA générative puis de voir comment on peut l'utiliser de façon éclairée. Qu'est-ce que ça va prendre du côté des pédagogues? C'est pour se préparer à ça, pour former les prochains professeurs, la nouvelle génération de professeurs. Comment on va faire pour créer cette capacité-là à être innovant, puis parce que ça va continuer d'évoluer comme technologie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les préparer? J'ai l'impression qu'il va falloir rester aux bases, de comprendre quelles sont les bases de l'apprentissage, puis de penser à y aller étape par étape. On va passer à un second volet de notre entretien, puis on va aller parler d'un domaine qui était très cher, qui est la gestion stratégique des technologies d'information. C'est le thème de ta chaire de recherche. Et je vais me permettre de me tourner à l'écran pour poser ma question de manière très précise. On a vu dans l'actualité récente des échecs retentissants liés à l'implantation des systèmes d'information. Toi qui as consacré ta carrière à comprendre les organisations pour mieux gérer stratégiquement les technologies d'information, comment expliques-tu que ces échecs demeurent si fréquents lors d'une transformation numérique? Et qu'est-ce que la recherche nous a permis de bien comprendre
Et qu'est-ce qui nous reste encore à éclaircir selon toi? Et surtout, sur quoi devrions-nous insister dans la formation des futurs gestionnaires pour les aider à éviter ces pièges? Suzanne. Aïe, aïe, aïe. J'ai presque envie de te dire, si j'avais la réponse, je serais multimilliardaire. En effet. Cela dit, il faut bien que j'essaie de trouver des réponses. D'abord, je trouve ça super intéressant quand les gens arrachent leur chemise face aux échecs retentissants en technologie de l'information, parce que ça fait à peu près 60 ans dans l'histoire de l'humanité que nous développons des systèmes d'information, alors que ça fait quelques petits milliers d'années que nous construisons. L'architecture. Voilà. L'ingénierie. Et je regardais quelques statistiques. Le REM, que nous aimons, qu'on admire, Oui, puis on qui prend vient récemment en film, d'ouvrir. qui vient récemment d'ouvrir sa deuxième portion, Oui. a eu un dépassement de quelques petits substantiels, puis j'allais dire milliards, mais je me trompe sûrement, mais c'est un pourcentage extrêmement important par rapport à son budget, et un dépassement de calendrier de quelques années. Je pense que à quelque part, là, il y a une des livraisons qui est 2 ans en retard. Planifier du logiciel ou de l'infrastructure, ça reste une tâche complexe. Si je peux me permettre. Tu m'enlèves les mots de la bouche, alors... Je t'ai volé les mots de ta bouche. Ouais. On coupe. T'enlèveras le bout. J'ai volé les mots de la bouche. Non, je trouve que c'est très bien de le laisser. Il y a la différence entre la construction matérielle et le développement de systèmes d'information, c'est que dans la construction, dans le domaine de la construction, on a affaire à justement du matériel. On construit des choses qui sont compliquées, où il y a beaucoup de parties, mais on peut prévoir à l'avance, on peut calculer quel poids peut soutenir un poteau. Tout à fait. Ou un pilier. Les systèmes d'information, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est complexe. Et la complexité, ça veut dire qu'on ne sait pas, quand on touche à une partie, qu'est-ce qui va se passer des autres. Et c'est ça, un système d'information. Et non seulement il y a des aspects technologiques où il peut y avoir des réactions en chaîne, mais on a des êtres humains aussi. Parce que système d'information, on parle d'un système socio-technique. On a des êtres humains et on a la technologie. Et pour citer encore une fois Héraclite... Citons-le. Citons-le. Il a dit « Nul homme ne marche 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est pas lui le même fleuve, mais ce n'est plus le même homme non plus. » Bon, Héraclite, on sait bien là, que c'est il y a 2500 ans, donc il n'a pas dit homme ou femme, mais il voulait dire homme ou femme. Voilà. Mais l'utilisateur change. Chaque fois qu'un analyste va voir un utilisateur pour savoir de quoi il a besoin, bien, les besoins changent parce que l'utilisateur a changé, son environnement a changé. Et par exemple, dans le domaine des systèmes d'information, on a cette approche de geler les spécifications. Et c'est très frustrant pour les utilisateurs parce qu'on ne peut pas geler la vie. Effectivement. Alors, je pense qu'on a besoin de reconnaître cet élément-là. Et on a besoin de reconnaître le fait que si on accepte des retards dans un contexte de construction de quelque chose de matériel, peut-être qu'on devrait comprendre que parfois, c'est important d'avoir un retard dans un contexte de système d'information. Oui. Dans un grand projet que je ne nommerai pas, on faisait, j'étais responsable de la méthode de gestion de risque. Et il y a très longtemps, ce n'est pas un projet récent. Et on faisait donc de la gestion de risque de ce projet-là. Et à un moment donné, on a évalué que la source de risque la plus importante, c'était la réaction probable des utilisateurs à la nouvelle technologie, la difficulté par les utilisateurs de s'approprier cette technologie-là. Et c'était un système qui était tel qu'on avait des fenêtres d'opportunité très limitées pour faire la mise en place. Il y en avait 2 par année. Et le vice-président en charge de ce système-là
a dit, on va retarder de 6 mois. Tout était prêt technologiquement. Tant que j'aurai pas les autres VP avec moi, puis tous les directeurs pour accompagner l'organisation pour s'approprier la technologie. Alors, tu me posais la question, qu'est-ce que la recherche nous dit là-dessus? D'abord, la recherche nous dit que la gestion de risque est extrêmement importante, mais elle nous dit aussi que les gens n'aiment pas beaucoup gérer les risques parce que très souvent, ils se disent, bien, si je fais une évaluation de risque et que je montre à mon conseil d'administration que c'est un projet risqué, je vais me faire dire, vas-y pas. Effectivement. Si je montre à mon conseil d'administration que c'est un projet pas trop risqué, je vais me faire dire, bien, fais attention à toi, parce que si ça marche pas, c'est parce que tu n'es pas bon. Ouais. Alors, il y a ces jeux-là qui sont pas évidents. Mais ce que la recherche nous dit aussi, et ça, c'est intéressant parce que c'est depuis les premières recherches sur l'implantation des systèmes d'information, c'est le rôle d'accompagnement qu'ont les hautes directions d'entreprise. Ça ne sert à rien de faire des transformations numériques si ce n'est pas à la tête de l'entreprise que c'est mené. Et il faut qu'il y ait un engagement, et là, je vais me permettre une blague pas très drôle, mais que j'adore. Ça prend l'engagement de la haute direction et non pas juste sa participation. Et pour savoir la différence entre... Je suis certaine que tu sais la différence entre engagement et participation. Oui. La différence entre engagement et participation, c'est l'œuf au bacon. Hein? Dans l'œuf au bacon, la poule participe, mais le cochon est engagé. Et quand on dit qu'on a besoin de l'engagement des dirigeants, bien, il faut qu'ils soient presque aussi engagés que le cochon dans l'œuf au bacon. Il faut mettre sa tête sur le bio. Et quand on regarde certains échecs, bien, la tête qui était sur le bio, c'était plus la tête du directeur de projet que la tête de la haute direction. La haute direction. Et les succès, bien, on voit que les succès sont menés par les dirigeants. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ta question sur l'utilisation stratégique des technologies de l'information. Puis, j'ai beaucoup travaillé sur la transformation numérique, la transformation des organisations avec les TI. Et en 2026, on ne parle plus, je pense, de gestion stratégique des technologies de l'information. On parle de stratégie d'entreprise mobilisant les technologies de l'information. Alors, on a besoin d'une espèce d'osmose totale entre technologie de l'information et stratégie d'entreprise. Puis quand on regarde des succès récents d'entreprise, bien, c'était des dirigeants d'entreprise qui étaient eux-mêmes des gens qui n'étaient pas nécessairement des complètement techno, mais qui avaient un sens de l'utilisation ou de l'utilité que peuvent avoir les technologies numériques. Et je pense que dans la formation de nos étudiants, il faudrait beaucoup insister, mais on le fait depuis des décennies, là, mais il faudrait continuer à leur faire comprendre cette importance-là. Mais je pense que de plus en plus, je regarde par exemple le cours de transformation numérique à la MSC qu'on enseigne. C'est un cours très populaire. C'est un cours qui est très populaire. C'est un cours de MSC. Qui n'est pas juste pour les étudiants en TI, mais pour l'ensemble des étudiants. Exactement. Alors, dans ce cours-là, on a plusieurs étudiants de stratégie. Et c'est tellement intéressant de voir que ces gens-là, qui sont des spécialistes en stratégie, bien, ils sont extrêmement intéressés à l'utilisation des technologies de l'information pour réaliser, et pour, pas juste réaliser, mais c'est pour la penser, la stratégie de l'entreprise. Et cette compétence-là, d'être capable d'allier donc stratégie et technologie, c'est important pas juste donc pour les étudiants en TI, mais pour l'ensemble des autres spécialisations en gestion. Ouais. Mais c'est très intéressant, puis on pourrait continuer dans cette direction-là, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ton analogie de la poule et du cochon. Je pense que c'est une belle façon c'est très visuel, du moins. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend assez bien. Merci, Suzanne. Passons donc au troisième volet de notre entrevue, un volet qui est, je pense, très important, qui est la place des professeurs dans la société. Je te lis la question.
Comment vois-tu aujourd'hui le rôle des professeurs dans la société? Comment les chercheurs peuvent-ils continuer à contribuer de façon significative dans un environnement qui évolue si rapidement? Dans un monde qui est saturé de fausses nouvelles, de discours polarisés, quel rôle devons-nous jouer? Et selon toi, sur quoi devrions-nous mettre l'accent dans la formation des futurs professeurs pour qu'ils puissent assumer pleinement cette responsabilité? Suzanne. D'abord, tu m'en demandes beaucoup. Je ne suis pas une spécialiste des fausses nouvelles et de l'identification des fake news, mais je vais donc revenir au tout début de ta question sur le rôle du chercheur dans la société. Et j'aimerais ça, je pense que je t'ai jamais parlé de cette anecdote-là, mais ça a formé ce que je suis comme chercheur. Quand je suis arrivée au doctorat à l'Université de Western Ontario, le doyen de la faculté a invité, il faisait ça chaque année, il invitait les nouveaux étudiants de doctorat à un lunch. Et comme on n'était pas très nombreux, on était tous assis à la même table et on discutait avec lui. Et il nous a dit « Listen, guys », parce qu'on était 6 garçons, une fille. Alors, « Listen, guys », si la recherche que vous faites n'est pas pertinente pour les gestionnaire, vous n'êtes pas à la bonne place à Western. Parce que Ivey a comme marque de commerce d'être une école de gestion qui est proche des managers. Alors, moi, tout de suite, étant extrêmement docile, je me suis dit, bien là, c'est ce qu'il faut que je fasse, de la recherche qui est pertinente pour les gestionnaires. Puis ça convenait tout à fait à ma façon de penser parce que j'aime faire des choses qui vont être utiles. Alors, j'ai fait ma thèse de doctorat était sur une problématique qui était end-user computing à l'époque, l'informatique utilisateur, qui émergeait et c'est une préoccupation importante pour les gestionnaires. Et toujours, je me suis intéressée à des choses qui étaient importantes pour les gestionnaires. Et à un moment donné, je me suis dit, bien, tiens, si c'est important pour les gestionnaires, je vais aller leur parler. Et naïvement, j'avais l'impression que quand on va parler à des gestionnaires, on est toujours reçu à bras ouverts. Mais j'avais oublié que ces gens-là ont parfois des préoccupations qui sont différentes de ce sur quoi je fais ma recherche. Ils sont pressés. Et là, après quelques années, je me suis mise à lire sur les impacts de la recherche et je suis tombée sur un article qui était déjà à l'époque assez vieux, un article de Management Science de Churchman et Shainblatt, dont le titre était « The Manager and the Researcher ». Et leur préoccupation, c'était, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme chercheur? C'est des chercheurs en recherche opérationnelle. On sait que la recherche opérationnelle, par définition, ça veut être la recherche pratique. Oui. Mais leur grande préoccupation, c'était, on a des solutions, mais les gens ne les veulent pas. Et ils ont réfléchi, justement, dans quelles circonstances est-ce que ça peut fonctionner. Et au final, ils disaient, on a besoin d'une espèce de mariage de pensée entre le chercheur et le gestionnaire. Il faut presque que le chercheur devienne un gestionnaire et que le gestionnaire devienne un chercheur. Alors, est-ce que ça nous amène à research action, la recherche-action? Je ne suis pas certaine, mais je pense que ça nuance les espoirs qu'on peut avoir qu'on va être reçu à bras ouverts avec nos solutions. Tout à fait. Ce que je pense, c'est que ça passe probablement ou sûrement par notre enseignement. Et moi, je pense qu'un des rôles importants des chercheurs, et un rôle que je me suis donné, c'est d'expliquer pourquoi les choses se produisent comme elles se produisent. Puis moi, je le fais par le biais du développement de théories. Et je crois fermement qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie.
Et ce qu'on essaie de faire, ce que moi j'essaie de faire avec mes étudiants au bac ou à la MSC, c'est de leur proposer, puis avec eux, j'appelle pas toujours ça des théories parce que ça les effraie un petit peu, mais de proposer des moyens d'explication qui sont génériques. Et encore une fois, quelles que soient les vagues technologiques qui vont arriver, il y a des bases qui restent toujours. Tu sais, je parle de la gestion du changement face à l'arrivée de l'IA. Bien, c'est la même chose que la gestion du changement face à l'arrivée des ERPs. Puis, tu sais, il y a des éléments dans la gestion du changement face aux technologies que, quelle que soit la technologie, ça va rester. De la même façon, la gestion de risque dans un projet, bien, c'est quelque chose, c'est un fondement important. Puis, quel que soit le projet qui va arriver, les éléments de gestion de risque restent. Et je pense que, par exemple, les étudiants de MBA, des outils de gestion de risque de projet, c'est éminemment pratique, bien que, par exemple, l'outil que j'utilise avec ces étudiants-là, c'est basé sur à peu près 15 ans de recherche. Oui. Alors, moi, je pense que le chercheur qui veut faire de la recherche, j'appellerai pas fondamentale dans notre domaine, mais de la recherche de fond, bien, il faut que ça soit sur des sujets qui vont rester pertinents, quelles que soient les nouvelles technologies. C'est pas obligatoire parce que, bon, je suis avec toi, tu travailles beaucoup en expérience utilisateur et dans votre domaine, j'ai l'impression, bien que ça soit pas mon domaine d'expertise, mais ma compréhension, c'est que on utilise beaucoup des théories qui existent, solides, et qu'on applique à des domaines nouveaux. Donc, c'est avec une approche différente, mais j'ai l'impression que la pensée est la même. On prend quelque chose de solide pour faire face à quelque chose de mouvant. Tenter de prédire quelque chose. Exactement, exactement. Oui. Alors, je pense que, en 2 mots, je pense que c'est d'essayer d'identifier les éléments fondamentaux qui vont demeurer importants quels que soient les changements qui vont se produire. Et ces éléments fondamentaux-là, d'essayer de former nos étudiants à les comprendre et à les maîtriser, les manipuler. Fait que si tu avais à recommander ça à un étudiant de doctorat présentement, qui est actuellement aux études, là, ça serait quoi ta recommandation? Ce que je recommanderais aux étudiants de doctorat aujourd'hui, c'est mettez de côté l'IA quand vous faites vos lectures. C'est peut-être un peu fou comme recommandation, mais moi, c'est ce que je leur dis dans mon cours ce que je leur disais dans mon cours de doctorat, parce que ils sont là pour développer leur capacité de penser, de théoriser, d'innover, et pour revenir à la taxonomie de Bloom, pour être capable de courir, il faut marcher. Puis pour apprendre à marcher, il faut marcher soi-même. Il ne faut pas que ça soit... Le raccourci qu'on fait ne nous aide pas à long terme. Là. Et donc, moi, ce que je recommande à mes étudiants de doctorat, c'est, bien, vivez l'expérience de lire vous-même un article. C'est dur, c'est pénible, mais moi, je leur dis, j'enseigne le cours pas de transformation numérique, le cours de Theory Building au doctorat depuis 2011. Il y a des articles de 1980 que je lisais en 1980, que je relis aujourd'hui, puis je découvre toujours quelque chose de nouveau dedans. Toujours. Alors, je pense que c'est ça, la chose la plus importante, c'est de nourrir son esprit et de le nourrir en lui faisant... L'année dernière, je donnais mon cours, puis je m'étais fracturé un genou, je faisais beaucoup de physiothérapie, puis je disais à mes étudiants, on fait de la physiothérapie de l'esprit dans ce cours-ci. Je veux vous faire... Puis ça fait mal, faire de la physiothérapie. Ça fait très mal. Bien, dans le cours, des fois, ça fait mal de lire des articles difficiles, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on développe sa capacité de penser par soi-même. Donc, les bases de la pyramide. Exactement, exactement. Très bien. On passe au dernier volet de notre rencontre, puis un volet qui me tient beaucoup à cœur, surtout dans notre relation. Je veux qu'on parle de la notion de
collégialité dans un contexte universitaire, surtout dans un contexte de notre département en technologie de l'information. Je pense que ça nous représente beaucoup, cette capacité à maintenir une harmonie, mais de maintenir un débat pour toujours regarder tous les angles d'un problème ou d'une situation. Donc, je te lis ma question. Tu as connu et contribué à un climat d'échange particulièrement sain dans notre département à HEC Montréal. Toi et moi, on n'a pas toujours partagé les mêmes points de vue, puis je pense que c'est un understatement. Mais on a toujours réussi à explorer toutes les facettes d'un problème dans un esprit civilisé, collégial, qui a, je pense, animé là, toutes mes années où on a partagé des réunions de département. À tes yeux, qu'est-ce qui permet à un milieu universitaire de maintenir des discussions ouvertes, respectueuses, fécondes, même lorsqu'on a des enjeux sensibles et des positions qui peuvent être vraiment différentes? Quelle est, selon toi, la recette qui a fait la force de notre département? Et qu'est-ce qu'on doit absolument garder en tête pour préserver cette culture vivante chez nous? Suzanne. Bien, je vais faire référence à un autre philosophe. Allons-y. Plus récent et peut-être un peu moins académique, celui-là, c'est Harry Bosch, qui est le détective héros de Michael Connelly. D'accord. Est-ce que tu connais Harry Bosch? Mais bien sûr. Alors, Harry Bosch dit souvent « Everybody counts or nobody counts », ce qui veut dire « Tout le monde est important, sinon personne n'est important ». Et je pense que dans un département, en tout cas à l'université ou à HEC Montréal, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête. Chaque personne est importante, sinon il n'y a personne qui est important. Et pourquoi je dis que il faut garder ça en tête, c'est que bien que au Québec en particulier, on ne soit pas très, très inspiré par la hiérarchie, il reste qu'il y a des niveaux un peu hiérarchiques dans un département. Oui. Et je me souviens, quand je suis arrivée comme professeure adjointe, à la première réunion de département, il y avait une question à discuter, j'ai levé la main, puis j'ai fait un commentaire, et il y a un prof qui m'a regardé et qui a dit « Quoi? Toi? Comment ça se fait que tu commentes sur ce sujet-là? » Et je pense que j'ai dû rester 2 ans après ça sans rien dire. Puis je me suis dit « Mais ça n'a pas de sens. » Tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'être, je ne sais pas moi, prof agrégé avant de pouvoir ouvrir la bouche? Alors, j'ai fait, je pense, je ne sais pas si je l'ai fait avec toi, peut-être qu'avec toi, ce n'était pas nécessaire. Mais avec la plupart des nouveaux professeurs, bien, quand je leur parle, je leur dis, à la première réunion de département, trouve quelque chose à dire, n'importe quoi. Même si c'est juste de dire merci, les sandwichs étaient bons ce midi, mais il faut que tu plonges dès la première réunion de département parce que c'est important ce que tu as à dire, puis oui. tu es important. Et je ne sais pas si tu as remarqué, nos jeunes profs interviennent. Ils sont impliqués, Ils ont sont des opinions. impliqués. Et ils sont, des fois, pas d'accord avec nous. Tout Puis à c'est fait. fantastique, là. Et je peux comprendre que quand un prof titulaire dit quelque chose, puis des fois, certains professeurs titulaires disent des choses avec peut-être un peu plus de fermeté ou d'aplomb que d'autres, bien, c'est peut-être intimidant, mais je pense que dans notre département, les jeunes profs savent que leur opinion compte. Puis, des fois, leur opinion est pas mal plus intéressante que celle de profs. En tout cas, s'ils ne savaient pas, là, ils le savent. Là, ils vont écouter. Et alors, je pense que c'est une première condition. Ouais. C'est de se mettre en tête qu'on est tous égaux, finalement. Tout à fait. Et quel que soit notre statut. Un deuxième élément, je pense que c'est d'aimer ses collègues. Moi, j'aime mes collègues. Certains ont des défauts. Certains plus que d'autres. Moi, je sais que j'ai certains défauts. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer mes collègues. Et si j'aime quelqu'un, je peux être en total désaccord, puis lui dire, mais je ne peux
pas croire que tu dises quelque chose comme ça. » Je pense que tu me l'as dit quelques fois. Je te l'ai dit quelques fois. On s'aime quand même. Mais je pense que... Puis une fois qu'on a dit qu'on était en désaccord, d'abord, je pense que nos réunions de département, c'est un lieu où c'est un lieu de débat. Puis on débat pas pour le plaisir de le faire, mais c'est parce qu'on n'est pas tous de la même opinion. Puis c'est important de se le dire. Puis pour retourner à la recherche, tu sais, la recherche en système d'information a démontré que quand des utilisateurs participent à un projet, il y a un meilleur accueil du système qui en ressort. Tout à fait. Et participer, ça ne veut pas dire de toujours dire oui. Et de toujours avoir la même opinion. Et de toujours avoir la même opinion, c'est d'être partie prenante. Puis à la fin, quand quelque chose est fait, ben je peux dire « j'étais pas d'accord, je l'ai dit ». Si ça marche pas, ben ils vont se souvenir que je l'ai dit, mais j'étais là. C'est ça. Au lieu de dire, ben ça a été fait, puis moi, je suis impuissant. Et alors, je pense que cet aspect-là est très important. Puis, en dernier, je dirais que le dialogue est très important. Dialogue au sens où ça m'est arrivé parfois après des réunions de département où il y a eu des discussions plus difficiles, d'aller voir un collègue puis de dire, ben, tu sais, pas nécessairement de m'excuser parce qu'en général, quand j'ai une opinion, je suis d'accord avec mon opinion, mais de continuer la discussion. Exact. Puis un peu d'expliquer, bien, pourquoi je vois les choses de cette façon-là. Puis c'est pas parce que c'est moi qui le dis que c'est bon, mais moi, je le crois fermement. Ouais. Puis aussi, dialogue au sens de parfois... Je pense que j'ai une capacité de percevoir le non-dit chez mes collègues. Puis des fois, d'aller voir un collègue puis de dire, bien, j'ai l'impression que tu n'étais pas à l'aise avec ça, puis tu n'as pas voulu en parler. Mais tu sais, c'est pas bien grave, là. Tu n'es pas content, bien, oublie-le. Demain est un autre jour, puis on peut passer à autre chose. Mais, alors, je pense que c'est tous ces éléments-là, puis c'est une espèce de recette qui est difficile à décrire, mais il y a une chimie qui est comme ça. Puis depuis presque la création de notre département, là, il y a 35 ou 40 ans. Puis Dieu sait qu'on en a eu des désaccords dans ce département-là, mais des changements on revient... et une évolution de la composition. Tout à fait. Et par ailleurs, je pense qu'on a réussi à préserver ce climat d'échange dans l'humour. Dans l'humour. Je pense que c'est aussi ça caractérise les échanges. On sait rire ensemble, puis on sait bien débattre et on sait rire ensemble. Tout à fait, oui. Bien, on va certainement s'ennuyer de ces échanges-là. Parce que moi, je vais m'ennuyer d'être en désaccord avec toi. Tu m'inviteras à prendre des cafés. Certainement. Suzanne, un très grand merci de t'être prêtée à l'exercice aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment appris beaucoup. Tu sais à quel point j'ai vraiment aimé toutes mes années. Même si on n'était pas d'accord à plusieurs moments, moi, j'ai toujours aimé ces conversations-là. Je suis vraiment chanceux d'être tombé dans cette famille académique et de t'avoir eu comme marraine pour m'y accueillir. Puis je te remercie d'avoir accepté aujourd'hui qu'on puisse échanger en ce moment si important là, à la fin de ta carrière. Merci infiniment de m'avoir invité, Pierre Majorec. Puis tu pourras aller lire Héraclète. J'y cours! Merci, Suzanne. Merci à toi. Bonne retraite. Merci.